Bon, je reviens sur l'enquête qu'on a fait chez les Méo pour signaler un certain nombre de choses qui sont à la fois des anecdotes et en même temps des choses tout à fait importantes. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que le village où on a résidé, c'est un petit village. Mais quand on dit petit village, ça fait 4000 personnes, hein. Mais les Méo ne faisaient qu'une petite partie, à peu près 20-25% de la population. Le reste était composé de 23 castes. Alors, quand je dis 23 castes, il y a les brahmanes qui étaient là, il y a les castes des marchands, il y a les castes des barbiers, les blanchisseurs, comment ça s'appelle, les potiers, etc., les bouchers, tout ça, c'était toutes sortes de castes, et en même temps, évidemment, ceux qu'on appelait les Dalits, les intouchables, qui étaient aussi nombreux. Et donc, mais eux occupaient 3 quartiers. Il y avait 3 lignages, mais qui occupaient ces 3 quartiers avec toutes les autres castes. Il y a les castes des porteurs d'eau, hein, un porteur d'eau. Bon. Et eux étaient les maîtres de la terre. Les Méo étaient généralement les maîtres de la terre. Il y en avait aussi certains brahmanes qui étaient maîtres de la terre, aussi d'une terre, d'une certaine parcelle. Et alors, ça veut dire quoi être maître de la terre dans cette région et comme ailleurs? Ça veut dire que c'est eux qui cultivent la terre avec l'aide des gens des différentes castes. Et à ce moment-là, quand il y a la récolte, ils sont aidés par les gens de différentes castes, mais qui apportent de l'eau, qui viennent les aider pour faire les germes, etc., à qui ils doivent donner une part des récoltes. Et ils ont chacun qui est maître d'une terre, a ses propres castes de service. Le potier, même s'il ne fait rien au moment des récoltes, il doit aussi recevoir, parce qu'à d'autres occasions, il fait le blanchisseur, etc., etc. Donc, ils ont toujours cette obligation d'avoir des gens qui sont leur caste de service. C'est un système très connu, très répandu en Inde, qu'on appelle le système Jajmani, qui est, bon, eux, ils sont au centre, et les autres castes sont des gens qui doivent... Bon. Et évidemment, alors, c'est quoi un barbier? Pour donner un exemple. Un barbier, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas celui qui vous rase tous les jours. Chacun se rase tout seul. Mais quand vous avez un mariage, quand vous avez une naissance, quand vous avez je sais pas, une circoncision, quand vous avez un funérail, celui qui vous débarrasse de l'impureté, c'est le barbier. Dans cette région, c'est lui le cuisinier. C'est ça qui est important. Il n'y a pas le blanchisseur, c'est pas celui qui lave les habits. Non, c'est celui qui lave les habits impurs quand il s'agit d'un rituel. Donc en fait, ce qui est important aussi, c'est d'un côté l'économie, les relations économiques qu'ils ont entre castes, ça c'est un truc, mais et de l'autre côté, il y avait cette fonction rituelle que les barbiers, que les blanchisseurs, que les potiers, etc. Donc on allait chercher, par exemple, quand il y avait un mariage, par exemple, on allait chercher les poteries, renouveler les poteries. Alors toutes les femmes étaient chargées d'aller renouveler, d'aller acheter les poteries. Et ces poteries, et c'était l'occasion pour les femmes de se moquer des hommes. C'était ça, tout ça, ça se faisait aussi. Et le potier était important, comme, bon. Et alors, un jour, je me suis aperçu, à l'occasion d'un mariage, d'un fait rituel absolument étonnant, je n'avais jamais vu ça. Je voyais qu'ils avaient creusé un trou, et ils avaient mis une grosse marmite, comme ça, pour faire la cuisine pour le mariage. Il y avait un mariage et donc la cuisine. Et je voyais quelqu'un qui tournait le dos
et parce que le feu était en dessous. Et il fallait mettre des petits morceaux de bois pour réchauffer. Mais il tournait le dos, il ne voyait pas. Et alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, là, c'est un intouchable. Il est obligé de faire ça, personne d'autre ne le fait, mais il ne peut pas qu'il voie la nourriture en train de cuire, parce qu'à ce moment-là, l'impureté le regard va rejaillir sur la nourriture. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la pureté dans l'Inde. Enfin, c'est quelque chose de très... C'est Meyo. Hein. Bon. L'autre chose que vous avez chez les Meyo qui est tout à fait fascinant, ils n'aiment pas manger ensemble. Ils détestent manger ensemble. C'est-à-dire que nous, quand on voulait être tranquille à la maison, parce que tout le matin, dès le matin, ils rentraient, ils demandaient du café, du thé, etc. Ils étaient chez eux comme chez nous. Il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, nous, on pouvait rentrer chez eux pareil. Et ils rentraient, et quand on leur disait, on va manger. Ah bon? Ils partaient. Et ils attendaient dehors pour savoir si on avait mangé. Ils n'aiment pas manger ensemble. Par contre, il y a un moment où ils sont obligés de manger ensemble. Mais alors, ce n'est pas ensemble, c'est au moment du mariage, le côté du marié qui vient chercher l'épouse, on le donne à manger. D'accord? Et on leur donne un petit pot. Et ils sont là à côté, mais j'ai jamais vu des gens aussi gênés que ça, parce qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils se disent si jamais ils ont des postillons, des trucs, hein, je ne sais pas les impuretés qu'ils vont avoir. Et alors, une fois qu'ils ont terminé, ils prennent les pots, ils les jettent par terre à l'extérieur. Ça, c'est un truc étonnant. Parce que ça, c'est le côté du marié qui vont recevoir la nourriture. Mais ils sont dans deux rangs comme ça, et ils sont dans un... Vraiment, on voit bien qu'ils ont une frousse terrible, mais il faut le faire. Bon, puisqu'on veut le faire pour le mariage, on le fera. Mais, alors le pot, qu'est-ce qu'il fait? Plus personne ne peut le toucher. Un intouchable peut venir en disposer. Donc, les Meyo, ils sont dans l'univers de la caste. Hein. Faut pas il y a pas ils sont musulmans, mais l'univers de la caste. Voilà, ça ils sont dedans. Et je leur ai expliqué que dans le Rif, on mettait un plateau et les gens se servaient. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ah ben c'est pas des vrais musulmans ceux-là. Voilà, c'est ça qui rigolait comme ça. Bon. Et donc ils avaient ça, ça c'est quelque chose. Je veux dire qu'on avait. Et alors, quand ils étaient, je dirais, ils étaient pauvres. C'est pas des gens qui roulaient, et ils n'étaient pas de très bons agriculteurs. Il y avait juste à côté une autre caste d'agriculteurs très connue en Inde qui s'appelle les Jats, qui sont une caste d'agriculteurs. Ils sont connus. Ils sont, alors, c'est des gens qui sont développés une agriculture avec des machines, etc., qui font tout le boulot. Enfin, je veux dire, ils ont fait beaucoup de choses. J'ai été les visiter, ils sont absolument, c'est imposant. Vous faites une frontière de 2 km, vous arrivez, et le mec, il a une petite charrue, il a un entonnoir avec sa femme qui met une graine, il va vendre avec un entonnoir, il met une graine. Je dis, mais est-ce que ça marche? Il dit, on ne peut pas, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens. Bon, on le faisait. C'était ça. Mais ce qui les intéressait, par exemple, celui qui m'avait fourni la terre, un jour, donc, la récolte avait été amassée, à des tas, il fallait quand même enlever les grains et tout ça, il fallait. Mais il a entendu qu'il y avait un mariage. Et donc, il faisait partie du groupe, on appelle les Bharats, qui vont chercher une épouse. Et voilà que le mec, ni l'un ni l'autre, c'était un frère. On le voit habillé, et hop, il part. On lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là vous? Ah, les femmes, elles se débrouillent. C'était ça. Ça aussi, c'était quelque chose c'était des agriculteurs, mais qui n'étaient pas très, pas très fortiches dans ça, mais qui le faisaient. Et ils remplissaient leur rôle, mais alors, il y en a certains qui ont voulu s'inscrire comme étant, vous savez, à un moment, l'Inde, après l'indépendance, a décidé qu'ils allaient classer des castes. C'est fini les castes, mais classer les castes. Ceux qui recevaient
des aides de l'État ou des fonctions que l'État leur donnait, ou des bourses, ou des fonctions, etc. Ils s'appelaient les scheduled castes. C'est des castes qui ont été maltraités. Bon. Ou alors, scheduled tribe. Ben, eux, ils étaient une haute caste. Rajput, c'est pas une caste, c'est pas une basse caste, c'est pas des blanchisseurs, c'est pas des intouchables. Et ils ont voulu se faire passer pour une tribu. Ça n'a pas marché. Là, il y en a certains qui ont voulu faire ça, ça n'a pas marché. Eh ben, on leur a dit, non, vous ne pouvez pas être Rajput et tribu. Hein. Il faut choisir. Évidemment, bon, donc c'est ces gens-là, mais ils avaient aussi leur truc à eux. Par exemple, quand on voulait aller, à une époque, il n'y avait les voitures en Inde, c'était les ambassadors, les vieilles voitures qui avaient été, c'était tout ce qu'on avait. Et puis d'un seul coup sont arrivées des voitures qu'on appelait les Maruti, qui étaient des Suzuki, et tout le monde s'est devenu fanat de Suzuki, de Maruti, ces voitures Maruti. Alors les Meo, ils ont décidé qu'ils allaient avoir leur propre Maruti, qu'ils ont appelé Melo Maruti. Vous savez ce que c'est? C'est une petite charrue, un tracteur, il n'y avait pas beaucoup, ils enlevaient tout, et puis il y avait des passagers dessus, et ils fonctionnaient comme ça avec un petit moteur. Et alors chaque fois qu'ils allaient en ville, ils prenaient, enfin certains peuvent les prendre, mais c'est vraiment, ça faisait 2 km/h, hein, pas plus, 3-4 km/h. Et alors, ils voulaient toujours m'installer à côté du chauffeur. Et j'étais installé du côté du chauffeur, parce que j'étais le frère venu de ailleurs, et il avait les boîtes, le manchot de vitesse entre mes jambes. Et c'était moi qui le voyais, c'était toujours. Et alors, les gens, il faut voir comment, ils se débrouillaient avec ça. Ils disaient, venez avec la Meo Maruti, venez avec nous. Je montais avec eux, et j'étais sidéré. Les gens descendaient en chemin, parlaient avec quelqu'un qu'ils connaissaient, puis ils remontaient, etc. C'était ça leur vie. Mais c'était, c'est véritablement quelque chose de très, d'assez rigolo, mais en même temps, on voit bien qu'ils n'avaient pas les moyens de moyens économiques importants. C'est pour ça qu'un certain nombre d'entre eux ont cherché à émigrer dans le pays du Golfe, etc. Ça a été quand même bon. Ça, c'est disons, un certain nombre de faits qui étaient, que nous, on a constatés. Je veux dire. Alors, là, maintenant, pour revenir à leur islam, avec les saints, le culte des pires, ce qu'on peut nous appeler des saints. Alors, j'avais dit qu'il y avait des saints qui étaient locaux, dans le village, hein, mais qui étaient, on ne savait même pas leur histoire, même pas parfois leur nom. C'est le pire. Mais il y avait d'autres saints qui étaient beaucoup plus importants, mais qui avaient une aire régionale. Et ceux-là avaient été dans une des villes. Ils étaient dans une des villes. Et alors, ce qui s'est passé pour ce saint, qui était très connu, qui était important, c'est que le Tablighi Jamaat, donc les salafistes, sont venus l'investir en disant aux Méo, vous faites le culte des saints, c'est contraire à la religion, puisqu'ils étaient plutôt wahhabites, hein, ils étaient plutôt contre le culte des saints, le culte des pires, c'est pas bon, donc on va transformer ça en madrasa pour apprendre le Coran aux gens. Donc vous ne pouvez plus venir faire la cérémonie annuelle pour ce saint, qui venait de différents villages. Donc voilà, donc c'était ça qui était, ce culte des saints était devenu interdit, pas vraiment, donc, et les médiums m'ont expliqué, bon, si le saint voulait aller, personne ne pouvait interdire. Et alors un jour, véritablement, un vieux, mais qui était vraiment dans un état absolument épouvantable, il m'a dit, mais il faut que j'aille voir le saint. Parce que vraiment... Et alors, qu'est-ce que j'ai emmené dans la voiture, moi, avec les gens, et on est monté là, dans le mausolée de ce pire. Il ne voulait pas le laisser rentrer. Et c'était les gens du mouvement, du mouvement religieux qui étaient... j'ai dit, écoutez, ce monsieur, c'est lui qui a réclamé, hein, moi, j'en ai pas rien. Finalement, il est rentré,
il a fait ce qu'il voulait, il a offert le tapis au saint, et puis il est parti. Mais bon, on est sorti, on l'a cherché, on l'a mis dans la voiture, puis il a penché pareil, comme au départ. Mais c'était véritablement. Alors, et ça, je me suis dit, tiens, voilà. Donc en fait, quand ils veulent, ils peuvent rentrer. Mais là, au même moment où ce truc était interdit, dans un village voisin, il venait de commencer le culte d'un pire, parce que, alors ça, c'était particulier, puisque c'est un saint musulman, hein, c'est un saint musulman, mais c'était un bania qui était donc de la caste marchande, qui a demandé à ce saint, à ce pire qui était là, qui avait une petite tombe, en disant, si tu m'aides dans ma vie, à ce moment-là, je vais te construire un mausolée. Un bania qui est, lui, hindou, hein, il n'est pas musulman. Donc, il est devenu riche, donc il a construit le mausolée, et le mausolée est devenu une source de pèlerinage important. C'est vous dire comment ils vivent ça. Ça, c'est la deuxième catégorie de ces saints. Alors, il y a une troisième catégorie qui est plus compliquée. C'est celle qui sont d'un personnage qui s'appelle l'Aldas. L'Aldas, c'est aussi un saint qui est aux confins des méos et d'une caste d'agriculteurs, mais qui sont devenus des maîtres de la terre et qui ont formé des royaumes. Et chacun a revendiqué ce personnage comme étant les leurs. Pour les méos, c'est un saint, pour cette caste, c'était au contraire un renonçant. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous allez dans le mausolée et vous avez des reproductions, etc. Et quand c'est les méos qui vont faire le culte, on enlève les photos. Quand c'est les autres, ils mettent les photos, etc. Et alors, il a plusieurs endroits, ce bonhomme, ce Laldas, qui est donc considéré comme un saint. Et il a plusieurs endroits. Dans un coin, c'est un purohit, c'est donc un officiant hindou. Dans d'autres, c'est un fakir musulman. Donc on joue un peu, voilà. Et ça pose des problèmes. En ce moment, ça posait des problèmes. Au moment où il y avait en 92, ça commençait à poser des problèmes. Et donc, il y avait ces genres de compromis qui étaient tout à fait intéressants, qui faisaient que, donc, qui était la chose. Ça, c'est ce que j'ai étudié en plus de la parenté, mais qui me montrait quelque chose de tout à fait particulier, c'est-à-dire que je voyais que le culte des personnages était à la fois vivant, il était contrarié par le mouvement des salafistes, et en même temps, il pouvait continuer. C'est pour ça que j'ai fait un article, faire, défaire et refaire les saints. Voilà, c'est comme ça que j'ai pensé la chose. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est pour ça que j'ai fait l'article là-dessus, pour expliquer que, en fait, bon, et que dans la perspective, disons, d'un plus long terme, je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient prêts à accepter ce qu'on leur demandait, c'est-à-dire de prier plus, de faire ramadan, à la limite de faire des pèlerinages pour des saints importants, mais il y avait des choses sur lesquelles ils ne transigeaient pas. Et ça, c'était les mariages, le faveur de caste. Ça, ils ne pouvaient pas accepter. Un des récits qui m'ont donné, c'est qu'à un moment, l'empereur moghol, qui était à Delhi, qui était donc l'empereur musulman dans le XIXe siècle, il est venu dans la région et il a exigé à chacune des grandes castes de leur donner une fille. Il a pris une fille de chez les Méos. C'était quelque chose qui était absolument impossible. Pour eux, ce qu'ils racontent, hein, c'était impossible qu'il accepte ce genre de choses. Donc, un d'eux a été, et il a été à Delhi, et il a été chercher là où il y avait le harem, et il est monté, il a escaladé, et il savait où était la fille qui était de chez eux, parce qu'elle dort comme ça, avec la main derrière le dos. Donc il l'a pris, il l'a emmené, et il est descendu avec lui. Et en la ramenant, ils l'ont fêté comme
évidemment comme le grand, celui qui respectait les usages. Et il a même épousé, elle a eu des enfants, mais lui a été poursuivi et il a été tué, enfin il a été arrêté, etc. Mais ça, et on considère qu'il a été le fondateur d'un grand lignage d'un village à côté, pas le village où j'étais, mais un village à côté. Et ce village à côté était. Donc vous voyez comment ils ont et je pense que personne ne pouvait leur faire comprendre, parce que s'ils devaient ouvrir complètement leur caste, c'est-à-dire se marier avec des musulmans extérieurs sans poser de problème, abandonner tout ce qu'ils avaient, ils n'existaient plus en tant que tels. C'est ça. Ils étaient des individus dans une masse. Ça, ils ne pouvaient pas accepter. Ils savaient qu'ils étaient là depuis des siècles, etc. Alors, quand on leur demande leur histoire, comment vous êtes convertis, quand est-ce que vous êtes convertis, ils disaient, les brahmanes, ils savent. C'est eux qui savent. Nous, et je leur ai demandé, vous avez obtenu des généalogies? Ah oui, celui-là, il a obtenu. On allait voir la généalogie qu'il avait obtenue, ça correspondait à rien. À rien du tout. La généalogie, ça ne les intéressait pas. Ça, c'est un truc qui m'a soufflé. Ce qui les intéressait, c'est les catégories de parenté. Un tel, il est mon frère, un tel, il est mon neveu, ça, c'est oui. Mais la généalogie, hein, ça, c'est les brahmanes qui savent. Eux, ils savent. Nous, on ne sait pas, nous, on ne sait rien, c'est eux qui savent. Et alors, qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent que nous, on est des Rajputs, donc des castes, des guerriers. Ça, ils le savent. Ils savent que l'ancêtre de leur clan, c'est quelqu'un qui a été façonné par Rama, Sita, etc. Donc, j'ai été fasciné de voir ce genre de choses. Alors, donc, c'était déjà en 92 hein, que je voyais ça. Bon, en 92, il y a eu quand même des gros problèmes hein, dans la région, et pas seulement dans la région, dans l'Inde, partout. Mais en 2016, je lis un article d'une journaliste indienne qui a été dans différents villages où il y avait des musulmans. Et elle arrive dans un village que je connais, j'ai visité, parce que j'ai visité à peu près pas mal de villages chez les Méo, et elle était sidérée par une chose. Il dit, ben nous, vous savez qui c'est qu'on est, nous? On est des descendants d'Arjuna. Qui c'est Arjuna? Arjuna, c'est un des 5 frères de la grande théorie de Mahabharata. Et dans ces 5 frères qui se sont... Il y a dans cette... c'est la grande épopée hindouiste. Et cet Arjuna est un des 5 frères qui s'est battu contre les 100 cousins qui voulaient leur enlever leur royaume. Et Arjuna, c'est à la fois un guerrier, mais aussi divinité. Enfin bon, il considère... Et il disait, dans ce village, nous, on est les descendants. Et la bataille qu'il y a eu dans le Mahabharata, dit-on, entre les 100 cousins et les 5 frères, c'est chez nous que ça s'est passé. Ils disent eux-mêmes, c'est chez nous que ça s'est passé. La bataille, c'est une bataille célèbre dans le mythe, hein, c'est dans le mythe, ça s'appelle Kurukshetra. Ah bah, c'était chez nous, là. Donc, ils ont cette participation à l'hindouisme, tout en étant des musulmans. Enfin, je veux dire, et c'est ça et ça ne les gênait absolument pas. Ce que ça gênait, c'est les gens tabliers. Un jour, j'étais à Londres, je faisais un exposé sur les Méo, à London School of Economics. Hein, je expliquais ce genre de choses que je vous raconte. Hein. Et il y avait un type qui, à la fin, il m'a dit, bah, écoutez, il faut aller leur expliquer ce que c'est que le vrai islam. J'ai dit, bah, essayez si vous voulez. Voilà, ils pensent que c'est-à-dire qu'ils ont une conception à la fois globalisante et en même temps qui font que tous les musulmans doivent être ensemble. Eh bien, le réel, c'est pas si simple que ça. Chez les Méo, comme dans le Rif, comme dans le... c'est qu'ils pensent qu'il y a quelque chose de leur réel, local, qui a un sens. Alors, chacun à sa manière. Hein. Pour les gens que j'ai vus dans les Moluques, c'est qu'ils ont leur village, et ils ont leur culte, et ils ont tout ce qui vient de l'extérieur, ils peuvent le prendre, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il soit localisé quelque part. Hein. Chez les Méo,
ils sont musulmans, mais ils sont une caste. Ils ont des dieux hindous, mais en même temps, ils sont musulmans. Pourquoi se casser la tête à vouloir compliquer les choses? Et une caste, c'est une affaire à la fois économique, rituelle, etc., politique aussi, parce que eux, c'est les maîtres. Bon. Mais ce n'est pas, c'est pas la totalité. La religion n'est pas quelque chose d'une totalité qui englobe tout le reste et qui réduit tout le reste à n'être que... Bon, voilà, c'est ça. Si j'ai appris quelque chose chez les Méos comme dans le Rif, bah, les Rifs, ils ont l'honneur. L'honneur, c'est une valeur politique, c'est pas une valeur profane. On n'est pas homme d'honneur par la grâce de Dieu. Non, c'est pas comme ça. On est homme d'honneur parce qu'on sait comment faire. Voilà. Ça, c'est la chose que j'ai appris chez ces gens-là. Alors, maintenant, on va me dire, c'est quoi alors, ce moment-là? Quel est leur avenir? C'est compliqué. C'est très compliqué, mais je vois que ils sont au-devant de difficultés croissantes, parce qu'ils ont des particularités qui font qu'ils ont une spécificité tout en reconnaissant une religion universelle. Oui, mais bon, ça n'est pas tout. C'est pas simple, cette double, disons, forme d'identité, etc. Voilà. Bon, donc, c'était un peu les choses auxquelles j'avais abouti dans mon travail, c'est-à-dire de dire, ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'ethnologue, c'est ce que les gens vivent, c'est pas ce que moi je veux penser ou ce que quelqu'un de l'extérieur va me permettre de penser. Et c'était eux qui m'apprenaient quelque chose, c'est pas moi qui devais. Alors, je vais, si vous voulez, je vous dirai par la suite, qu'est-ce qui est ma conception plus générale de l'anthropologie en pensant à ces différents cas de voilà.